Je ne pouvais pas croire ce que mes yeux voyaient. L'homme qui se tenait devant moi, courbé au-dessus d'une poubelle publique, fouillant désespérément pour trouver des canettes vides, portait le même regard que celui qui m'avait autrefois promis le monde entier. Ses mains tremblantes, ses vêtements déchirés, ses chaussures trouées. C'était lui, mon ex-mari. L'homme que j'avais haï pendant 15 longues années. L'homme que j'avais maudit chaque nuit avant de m'endormir. L'homme dont j'avais juré de ne jamais pardonner ce qu'il m'avait fait. Pourtant, là, dans cette rue sombre de Paris, sous la pluie froide d'octobre, quelque chose en moi s'est brisé. Pas de la pitié, pas encore. C'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. Une douleur ancienne qui refaisait surface, comme une blessure mal cicatrice et qui s'ouvre à nouveau. Mes jambons refusaient de bouger pendant ce qui m'a semblé une éternité. Je suis restée là, pétrifiée, cachée derrière un abribus, observant cet homme déchu ramasser méthodiquement chaque canette qu'il trouvait, les insérant dans un grand sac plastique déjà à moitié rempli. La pluie coulait sur son visage, mais il ne semblait même pas la remarquer. Ses gestes étaient mécaniques, automatiques, comme ceux d'un automate programmé pour une tâche sans fin. J'ai senti ma gorge se serrer 15 ans, 15 longues années depuis notre divorce, 15 ans pendant lesquels j'avais reconstruit ma vie pierre par pierre, me convainquant que j'avais tourné la page, que je l'avais effacée de mon existence. Et voilà qu'en une fraction de seconde, tout ce château de cartes s'effondrait. Parce que malgré la haine, malgré la trahison, malgré tout ce qu'il m'avait fait endurer, il restait une part de moi qui se souvenait de l'homme qu'il était avant que tout ne s'écroule. Avant que notre monde parfait ne devienne un cauchemar. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Devais-je partir? Faire comme si je ne l'avais pas vu? Après tout, il avait fait son choix il y a 15 ans. Il m'avait abandonné quand j'avais le plus besoin de lui. Il avait choisi l'argent, le pouvoir, cette femme. Cette maudite femme qui avait tout détruit. Isabelle, son nom résonnait encore dans ma tête comme un poison. La jeune assistante aux jambes interminables et au sourire calculateur. Celle qui avait su exactement comment séduire mon mari. Comment le manipuler? Comment lui faire croire qu'elle était son ticket pour une vie meilleure? Et moi, stupide comme je l'étais, je n'avais rien vu venir. J'étais trop occupée à être la femme parfaite, la mère parfaite, à maintenir notre foyer pendant qu'il bâtissait son empire. Un empire qui s'est effondré le jour où il a décidé de tout sacrifier pour elle. Les larmes ont commencé à brouiller ma vision, mais je les ai retenues. Pas maintenant, pour ton pays first, je devais être forte. J'ai toujours été forte. C'est ce que tout le monde disait de moi. Clo la forte va faire Clo l'invincible. Clo qui a survécu à l'abandon, à la trahison, à la ruine financière. Clo qui a élevé seul ses 2 enfants après que leur père les a laissés tomber comme de vieux jouets dont on ne veut plus. Mes mains se sont crispées sur mon sac à main. J'avais 50 ans maintenant, 50 ans de vie, dont 15 passés à reconstruire ce qu'il avait détruit. J'avais réussi. Contre toute attente, j'avais réussi. J'avais un bon travail, un appartement confortable. Mes enfants avaient grandi et étaient devenus des adultes responsables. J'avais même recommencé à sourire de... Alors pourquoi cette vision me déchirait-elle autant? Pourquoi avait-je l'impression que toutes ces années de reconstruction ne valaient plus rien? Face à cet homme brisé qui cherchait de la ferraille dans les poubelles, il s'est redressé soudainement, et pendant un instant terrifiant, j'ai cru qu'il m'avait vu. Mon corps entier s'est tendu, prêt à fuir, mais non, il regardait simplement le ciel gris, laissant la pluie tomber sur son visage comme s'il cherchait à se purifier de quelque chose. Ses yeux étaient fermés, et même à cette distance, je pouvais voir les rides profondes qui marquaient son visage. Il avait vieilli, tellement vieilli. L'homme que j'avais épousé il y a 25 ans était beau, plein de vie, débordant d'ambition et de rêve. L'homme devant moi ressemblait à un fantôme. À l'ombre des charnes et de ce qu'il avait été de ses cheveux, autrefois d'un brun profond et toujours impeccablement coiffé, était maintenant gris et sale, collé sur son crâne par la pluie. Sa barbe était longue et négligée. Ses épaules, qui se tenaient autrefois si droites et fières, étaient maintenant voûtées sous le poids d'un fardeau invisible. Quelque chose en moi a cédé à ce moment-là. Peut-être était-ce la maturité. Peut-être était-ce le fait que 15 ans de colère m'avaient épuisé. Ou peut-être, simplement, était-ce cette part d'humanité que nous gardons tout malgré nos blessures? Cette petite voix qui nous rappelle que même ceux qui nous ont fait du mal restent des êtres humains? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que mes pieds ont commencé à bouger, me portant vers lui avant même que mon cerveau n'ait eu le temps de protester. Chaque pas était une bataille. Une partie de moi hurlait de faire des miteurs, de préserver ma dignité, de ne pas lui donner la satisfaction de me voir m'inquiéter pour lui. Mais l'autre partie, celle qui avait aimé cet homme pendant 10 ans, celle qui avait partagé ses rêves et ses peurs, celle qui avait porté ses enfants, était plus forte. Je me suis arrêtée à quelques mètres de lui. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. La pluie tombait de plus en plus fort maintenant, trempant mes vêtements, mais je m'en fichais. Tout ce qui comptait était cet instant suspendu, ce moment où 15 ans de séparation. D'haine et de douleur allaient soit se dissoudre, soit se renforcer. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Qu'est-ce que je pouvais bien lui dire? Bonjour, comment vas-tu?
Question stupide dont je connaissais déjà les réponses. Il ne va manifestement pas bien. Il ramasse des canettes dans la rue pour survivre. L'homme qui possédait autrefois une entreprise prospère, qui conduisait une Mercedes, qui portait des costumes sur mesure, en était réduit à fouiller les poubelles. Comment en était-il arrivé là? Qu'était-il arrivé à Isabelle? Qu'était-il arrivé à tout cet argent pour lequel il avait sacrifié sa famille? Puis, comme s'il avait senti ma présence, il s'est retourné. Nos regards se sont croisés, et le temps s'est arrêté. J'ai vu passer dans ses yeux une succession d'émotions, si rapide que j'ai à peine eu le temps de les identifier. Surprise, Fontepert, tristesse et résignation de ses lèvres ont tremblé, comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Le sac de canettes qu'il tenait est tombé de ses mains, s'écrasant sur le trottoir, mouillé dans un bruit métallique qui a résonné dans la rue déserte. Nous sommes restés là, figés dans ce tableau pathétique, deux étrangers qui avaient autrefois été tout l'un pour l'autre, séparés maintenant par un gouffre de trahison et de temps perdu. La pluie continuait de tomber, indifférente à notre drame, lavant les rues de Paris comme elle le faisait depuis des siècles. Témoin silencieux de milliers d'histoires humaines qui se jouaient dans ces ruelles. Finalement, c'est moi qui ai parlé la première. Ma voix était étrangement calme, presque détachée, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Un mot simple qui contenait pourtant 15 ans de questions, de douleur, de colère et peut-être, quelque part enfoui très profondément, d'inquiétude. Un mot qui allait déclencher une cascade de révélations qui changerait à jamais ma compréhension de tout ce qui s'était passé. Un mot qui allait me faire découvrir une vérité si terrible, si bouleversante, que je finirais par m'effondrer en larmes dans cette rue. Sous la pluie battante, serrant dans mes bras l'homme que j'avais cru haïr plus que tout au monde. Mais je ne savais pas encore tout ça. À ce moment précis, je savais juste que je devais savoir et je devais comprendre. Même si ça me déchirait encore une fois. Alors j'ai ouvert la bouche et j'ai laissé sortir ce mot. Ce simple mot, pourquoi? Sa réaction a été immédiate et déchirante. Ses genoux ont plié, comme si ce mot avait été un coup physique. Il a porté ses mains à son visage, et j'ai entendu un son étranglé s'échapper de sa gorge. Était-ce un sanglot? Un rire amer? Je ne pouvais pas le dire. Tout son corps tremblait maintenant, et pas seulement à cause du froid. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui venait de l'intérieur. Comme si toutes les émotions qu'il avait réprimées pendant des années explosaient enfin à la surface. Je suis restée immobile, incapable de décider si je devais m'approcher ou m'enfuir. Mon instinct maternel, celui qui avait pris soin de mes enfants pendant toutes ces années, me poussait à le réconforter. Mais ma fierté, mon orgueil blescaun me hurlait de partir, de le laisser se débrouiller seul comme il m'avait laissé me débrouiller seul. Le conflit intérieur était si intense que j'avais l'impression que j'allais me déchirer en deux. Puis il a levé les yeux vers moi, et ce que j'ai vu dans ce regard m'a coupé le souffle. Ce n'était pas de la honte, ce n'était pas du regret ordinaire, c'était quelque chose de bien plus sombre, de bien plus profond. C'était le regard d'un homme qui portait un secret si lourd qu'il l'avait écrasé pendant des années. Un secret qui avait détruit sa vie mais qu'il avait gardé enfoui, protégère, caché au prix de tout ce qu'il avait. Ses lèvres ont bougé, formant des mots qui ont d'abord été inaudibles sous le bruit de la pluie. J'ai dû me pencher plus près, mon cœur battant la chamade, tous mes sens en alerte, et alors j'ai entendu 3 mots. 3 mots qui ont fait s'écrouler tout ce que je croyais savoir. 3 mots qui ont transformé 15 ans de certitude en mensonge. C'était pour toi, mon sang s'est glacé dans mes veines. Qu'est-ce que ça voulait dire? Pour moi? Quoi pour moi? L'abandon? La trahison? La destruction de notre famille? Tout ça pouvait l'être pour moi. Avant même que je puisse formuler ces questions, il a continué, les mots se déversant maintenant de sa bouche comme un barrage qui cède. Sa voix était rauque, brisée par les années, probablement par le manque d'usage. Tu étais malade, Claude? Ça allait mourir. Les médecins m'ont dit que tu avais 6 mois, peut-être 1 an si tu avais de la chance. Un cancer rare agressif, inopérable avec les techniques standards disponibles en France à l'époque. Mais il y avait un traitement expérimental au état d'une chance. Une seule chance, mais ça coûtait une fortune. Plus que tout ce que nous possédions, plus que ce que notre assurance couvrait. Plus que ce que je pouvais emprunter légalement, mon cerveau refusait de traiter l'information. Malade à moi. Cancer. Non, c'était impossible. Je m'en serais souvenu. On ne peut pas oublier quelque chose comme ça. Mais même en pensant ça, quelque chose a commencé à remuer dans les profondeurs de ma mémoire. Des rendez-vous médicaux que j'avais oubliés. Des analyses dont les résultats ne m'étaient jamais parvenus. Des conversations téléphoniques qu'il prenait dans d'autres pièces. Des regards inquiets qu'il me lançait quand il pensait que je ne le voyais pas. Il a continué son récit, et chaque mot était comme un coup de poignard. Les médecins voulaient en parler directement, mais je les ai suppliés de me laisser le faire. Je voulais trouver une solution d'abord. Je ne pouvais pas te dire que tu allais mourir sans pouvoir, te dire en même temps que j'allais te sauver. Alors j'ai cherché. J'ai cherché partout, j'ai hypothéqué la maison. J'ai vidé tous nos comptes, j'ai emprunté à tous ceux que je connaissais.
Mais ce n'était pas assez. Il me fallait encore 300 000 euros. 300 000 euros que je n'avais pas et que personne ne voulait me prêter sans garantie que je ne possédais plus. Mes jambons commençaient à trembler. Je pouvais sentir le monde tourner autour de moi, la réalité se déformant. Se réarrangeant en un motif complètement différent de celui que j'avais cru voir pendant 15 ans. Oh, non, 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 ce n'était pas possible. Il mentait, il devait mentir. C'était une excuse pathétique pour justifier ce qu'il avait fait. Mais même en me répétant ça, je savais que c'était vrai. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans la façon dont son corps entier tremblait, dans les larmes qui coulaient maintenant librement sur son visage, se mêlant à la pluie. C'est là qu'Isabelle est apparue. Ma voix était un murmure rauque, à peine audible. Il a hoché la tête lentement, douloureusement, comme si ce simple geste lui coûtait toute son énergie à Isabelle. Tout le monde pensait qu'elle était ma maîtresse. Tout le monde pensait que j'avais abandonné ma famille pour une fille plus jeune. Même toi, tu l'as cru. Je t'ai laissé le croire, parce que c'était plus simple, parce que la vérité était trop dangereuse. Il a pris une grande inspiration, et j'ai vu quelque chose de terrible dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à du désespoir absolu. Isabelle travaillait pour la mafia russe. Enfin, pas directement. Elle travaillait pour un homme qui travaillait pour eux. Il prêtait de l'argent aux gens désespérés, des sommes énormes, des taux criminels, et il prêtait quand personne d'autre ne le faisait. C'était ma seule option, ma seule chance de te sauver d'aller, le monde a basculé. Tout ce que je croyais savoir, tout ce sur quoi j'avais construit ma vie après notre divorce, tout ça n'était qu'un mensonge. Pas son mensonge, mon mensonge. Un mensonge que je m'étais raconté parce que c'était plus facile d'accepter qu'il m'avait trahi par égoïsme que d'accepter. Quoi? Qu'il m'avait aimé? Qu'il avait tout sacrifié pour me sauver. Je ne voulais pas le croire. Je ne pouvais pas le croire. Parce que si c'était vrai, alors tout ce que j'avais ressenti pendant 15 ans, toute cette haine, toute cette colère, était dirigée contre la mauvaise personne. Contre un homme qui avait tout perdu pour me sauver la vie. Contre un héros que j'avais transformé en monstre dans mon esprit. Je me suis entendu dire ce mot à voix haute, encore et encore. Non, 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 non. Mes jambons cédaient, et je me suis retrouvée à genoux sur le trottoir mouillé. Mes mains pressées contre ma tête comme si je pouvais empêcher ces informations de pénétrer dans mon cerveau. Il s'est approché de moi lentement, prudemment, comme on approcherait un animal blessé. Quand il a posé sa main sur mon épaule, j'ai sursauté, mais je ne l'ai pas repoussé. Sa voix était douce maintenant, presque tendre. Et j'ai reconnu le ton qu'il utilisait autrefois quand il me réconfortait après une journée difficile. J'ai pris l'argent. 300 000 euros. Le lendemain, je t'ai emmené aux États-Unis sous prétexte de vacances. Tu pensais que nous allions à New York pour fêter notre anniversaire de mariage. En réalité, je t'emmenais à la clinique, ils t'ont opéré. Une procédure de 12 heures, expérimentale et risquée, mais ça a marché. Ils ont tout enlevé, tout le cancer. Puis ils t'ont fait des traitements. Tu as passé 3 mois là-bas. Tu ne te souviens pas parce qu'ils t'ont mise dans un coma médical pendant la plus grande partie du traitement. Quand tu t'es réveillée, ils t'ont dit que tu avais eu une infection grave et que c'était pour ça que tu avais été inconsciente si longtemps. Un mensonge que j'avais organisé avec eux. Parce que je ne voulais pas que tu saches, je ne voulais pas que tu vives avec ce poids. Les morceaux commençaient à s'assembler dans ma tête. Ce voyage à New York, je m'en souvenais vaguement. Ou plutôt, je me souvenais du débuveur le volet à l'hôtel. Et puis rien, un trou noir de 3 mois. Quand je m'étais réveillée, j'étais dans un hôpital. On m'avait dit que j'avais eu une infection grave, presque mortelle, mais que j'avais eu de la chance, que les médecins m'avaient sauvée. Je me souviens d'avoir été si reconnaissante, si heureuse d'être en vie, mais c'était flou, comme un rêve dont on ne se souvient qu'à moitié. Et après notre retour en France, tout avait changé. Il était devenu distant, préoccupera souvent Abs. Je pensais que c'était à cause du stress de mon hospitalisation, de la peur qu'il avait eue de me perdre. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était parce qu'il avait vendu son âme au diable pour me garder en vie. Quand nous sommes rentrés en France, il a continué, sa voix maintenant plus forte, plus urgente. Comme s'il avait besoin de tout dire avant de perdre courage, ils sont venus réclamer leur argent. Avec les intérêts étaient monstrueux. En 6 mois, la dette avait doublé, 600 000 euros. Je ne les avais pas. Essayé de négocier. J'ai essayé de leur expliquer. Ils s'en fichaient. Ils m'ont donné un ultimatum. Soit je trouvais l'argent, soit ils prenaient notre maison. Et puis toi, et puis les enfants. Ils ont été très clairs sur ce point. Ils allaient faire du mal à ma famille si je ne payais pas. Ses mains tremblaient maintenant, et je pouvais voir la terreur dans ses yeux, la même terreur qu'il avait dû ressentir il y a 15 ans. Alors j'ai fait le seul choix possible. J'ai mis en scène notre divorce. J'ai fait croire à tout le monde que je te quittais pour Isabelle. J'ai transféré tous nos biens à ton nom, la maison, les comptes, tout, comme ça. Ils ne pouvaient pas te toucher. Légalement, tu ne me devais rien. Tu étais protégée. Mais toi? J'ai réussi à murmurer entre mes sanglots. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mon sourire était le plus triste que j'ai jamais vu. Moi, ils m'ont pris. J'ai travaillé pour eux pendant 10 ans.
10 ans à faire des choses dont j'ai honte, des choses illégales, des choses dangereuses, tout pour rembourser cette dette qui ne cessait de grandir. Chaque fois que je pensais avoir fini, il trouvait une nouvelle façon de m'extorquer plus d'argent, plus de travail, plus de crimes réels. Je suis devenue leur esclave. Et je ne pouvais rien te dire. Si je te disais la vérité, s'il découvrait que tu savais, il t'aurait tué soit toi et les enfants. Alors j'ai joué mon rôle, le mari infidèle en serre le péraps. Le salaud qui avait abandonné sa famille, je t'ai laissé me haïr parce que ta haine me protégeait, parce que tant que tu me haïssais, il te laissait tranquille. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage, se mêlant à la pluie qui continuait de tomber. Tout mon corps tremblait de sanglots incontrôlables. 15 ans. 15 ans pendant lesquels je l'avais maudit chaque jour. 15 ans pendant lesquels j'avais souhaité qu'il souffre comme il m'avait fait souffrir. Et tout ce temps, il avait souffert. Il avait souffert 1000 fois plus que moi. Il avait sacrifié sa liberté, sa dignité, sa vie entière, pour protéger nos enfants, et je ne savais rien. Je ne savais rien de son sacrifice, de son amour. De sa douleur. Comment ai-je pu être si aveugle? Comment ai-je pu ne pas voir? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ma voix était briseur, à peine reconnaissable. Pourquoi tu m'as laissé te haïr? Pourquoi tu m'as laissé croire que tu nous avais abandonnés? Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes. Parce que c'était le seul moyen de te garder en vie. C'était le seul moyen de garder nos enfants en sécurité. Il me surveillait, il surveillait notre communication. Si j'avais essayé de te contacter, si j'avais essayé de t'expliquer, il aurait su, et il vous aurait fait du mal pour me punir. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je préférais que tu me haïsses et que tu sois vivante plutôt que tu comprennes et que tu sois morte. Et maintenant? J'ai regardé autour de nous, les canettes éparpillées, ses vêtements dans lambeaux, son corps émacié. Pourquoi maintenant? Pourquoi es-tu à la rue? Son rire était amer et sans joie. Il y a 5 ans, j'ai enfin réussi à rembourser la dette chaque centime. Avec tous les intérêts composés et leurs frais criminels, j'ai fini par leur payer plus de 2 millions d'euros. 2 millions pour les 300 000 qu'ils m'avaient prêtés, mais j'étais libre. Du moins, je le pensais. Il a baissé les yeux vers ses mains tremblantes. Ils m'ont laissé partir. Mais j'étais brisée physiquement, mentalement, émotionnellement. J'avais passé une décennie à vivre dans la peur constante. À faire des choses qui me hantent encore chaque nuit. Je ne pouvais plus dormir. Je ne pouvais plus fonctionner normalement. J'ai essayé de travailler. Mais personne ne voulait embaucher un homme avec un trou de 10 ans dans son CV et aucune référence. J'ai perdu mon appartement. Puis mes économies. Et me voilà. Ramassant des canettes pour acheter de quoi manger. Mon cœur s'est complètement brisé à ce moment-là. Toutes les pièces du puzzle étaient maintenant en place, formant une image si tragique, si horrible que je ne pouvais plus respirer. Cet homme avait tout sacrifié pour moi. Sa carrière et sa réputation. Sa santé mentale, sa liberté et sa vie. Et en retour, je l'avais haï, je l'avais maudit. Je lui avais refusé tout contact avec ses enfants. Je l'avais effacé de nos vies comme s'il n'avait jamais existé. Et lui, il avait tout accepté en silence, parce qu'il m'aimait, parce qu'il nous aimait. Assez pour endurer l'enfer sur terre juste pour nous garder en sécurité. Je me suis jetée vers lui avant même de réaliser ce que je faisais, l'enlaçant si fort que j'avais peur de le briser. Il était si maigre, si fragile sous mes bras, mais il m'a rendu mon étreinte avec une force désespérée, comme un homme qui se noie et qui s'accroche à une bouée de sauvetage. Nous sommes restés là, agrippés l'un à l'autre sous la pluie battante, pleurant pour tout ce qui avait été perdu, pour toutes ces années gâchées, pour toute cette douleur que nous avions tous les deux endurée en silence. Je suis tellement désolée. Les mots sortaient de ma bouche encore et encore, un mantra désespéré. Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Si j'avais su, mon Dieu, si j'avais su. Il caressait mes cheveux, ses mains tremblantes mais douces. Exactement comme il faisait autrefois quand nous étions heureux. Chut, ce n'est pas ta faute. Ce n'est la faute de personne enfin. Si. C'est leur faute, mais pas la tienne, Charmy, jamais la tienne. Tu as vécu, c'est tout ce qui comptait. Tu as vécu et tu as élevé nos enfants. Tu leur as donné une bonne vie. C'est plus que je n'aurais jamais pu espérer. Ces mots me déchiraient encore plus. En pouviez l'être si noble. En pouviez-il encore se soucier de mon bonheur après tout ce qu'il avait enduré. Je ne méritais pas un tel amour. Personne ne méritait un tel sacrifice, mais il me l'avait donné quand même, sans rien demander en retour, sans même espérer être remercié ou compris un jour. Les gens passaient autour de nous maintenant, certains nous regardaient avec curiosité ou désapprobation, voyant probablement juste une femme bien habillée et traînant un cinceau dans la rue. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas comprendre l'histoire qui se jouait sous leurs yeux. L'histoire d'un amour si profond qu'il avait survécu à 15 ans de séparation, de haine mal placée et de douleurs insupportables. Mais je m'en fichais. Je m'en fichais de ce qu'il pensait. Je m'en fichais de mon mascara qui coulait ou de mon manteau de créateur trempé. Tout ce qui comptait était cet homme dans mes bras. Cet homme que j'avais aimé, que j'avais haï. Et que j'aimais encore malgré tout. Viens avec moi. Ma voix était ferme maintenant, déterminée. Tu ne peux pas rester ici. Tu viens avec moi. Maintenant, mais il a secoué la tête et j'ai senti la panique monter en moi. Donc Loïc a reconstruit ta vie. Tu ne peux pas la détruire pour moi. Je ne vais pas bien. Je suis brisée de nos besoins des dettes, des problèmes.
Tu ne peux pas, je l'ai interrompu, prenant son visage entre mes mains, le forçant à me regarder dans les yeux. Tais-toi, juste tais-toi. Tu as sacrifié 15 ans de ta vie pour moi, tu m'as sauvé la vie, tu as protégé nos enfants, et tu penses que je vais te laisser ici? Dans la rue, après tout ce que tu as fait? Non, ça ne va pas se passer comme ça, tu viens avec moi. On va trouver des solutions. Pour tout, ensemble, comme on aurait dû le faire depuis le début. Ses yeux se sont élargis, et pour la première fois depuis que je l'avais retrouvé. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à de l'espoir s'y allumer. Un espoir fragile, précaire, comme une flamme de bougie dans le vent. Mais c'était là, et j'allais tout faire pour le garder allumé. Les enfants, pas-il à murmurer? Est-ce qu'on-t-il qu'ils savent? Est-ce qu'ils vont comprendre? Mon cœur s'est serré. Nos enfants, Emma et Thomas, maintenant âgés de 23 et 21 ans respectivement, ils avaient grandi en croyant que leur père les avait abandonnés, qu'il les avait choisis une autre femme plutôt qu'eux. Comment allait se réagir en apprenant la vérité? On va leur expliquer, et ensemble, ils vont comprendre. Ils doivent comprendre. J'ai réussi à sourire à travers mes larmes. Tu es leur père. Tu leur as donné la vie, 2 fois. La première fois quand ils sont nés, la deuxième fois quand tu m'as sauvé. Ils méritent de savoir quel homme extraordinaire tu es. Quel sacrifice tu as fait pour nous tous. Il a commencé à pleurer à nouveau, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement, de gratitude, peut-être même de joie. Je l'ai aidé à se lever, et j'ai réalisé à quel point il était faible. Combien de repas avait-il sauté? Combien de nuits avait-il passé dans le froid? Combien de fois avait-il été malade sans accès à des soins médicaux? La colère a bouillonné en moi. Pas contre lui, jamais plus contre lui, mais contre moi-même, contre les circonstances, contre le monde injuste qui avait permis qu'un homme aussi bon finisse dans une situation aussi horrible. J'ai hélé un taxi malgré la pluie battante. Plusieurs sont passés sans s'arrêter, probablement à cause de l'apparence de mon ex-mari. Mais finalement, un chauffeur au regard gentil s'est arrêté. Il n'a pas posé de questions quand j'ai aidé cet homme dépenaillé à monter dans sa voiture propre. Je lui ai donné mon adresse et nous sommes partis. Pendant tout le trajet, j'ai tenu la main de mon ex-mari, la serrant fort comme si j'avais peur qu'il disparaisse si je la lâchais. Il regardait par la fenêtre, observant Paris défiler, et je me demandais à quoi il pensait. Se souvenait-il de l'époque où il conduisait sa propre voiture dans ces mêmes rues, quand il était un homme d'affaires prospère avec un avenir brillant devant lui? Ou pensait-il simplement à survivre un jour de plus, comme il l'avait probablement fait pendant les 5 dernières années? Quand nous sommes arrivés à mon appartement dans le 16e arrondissement, j'ai vu ses yeux s'élargir légèrement. C'était un très bon quartier, l'appartement que j'avais pu acheter grâce à mes années de travail acharné après le divorce, après qu'il ait mis tout à mon nom, encore un cadeau de sa part dont je n'avais jamais réalisé la vraie signification. Il avait fait en sorte que je sois bien installée, en sécurité, même si ça signifiait qu'il n'aurait rien pour lui-même. J'ai payé le chauffeur généreusement et je l'ai aidé à sortir de la voiture. Les voisins que nous avons croisés dans le hall m'ont regardé avec des yeux ronds, mais je les ai ignorés. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. J'étais au-delà de ce genre de préoccupation maintenant. Dans l'ascenseur, le silence était lourd mais pas inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui avaient trop à dire et pas assez de mots pour l'exprimer. Une fois à l'intérieur de mon appartement, je l'ai guidé vers la salle de bain. Prends une douche. Une langue d'eau chaude, prends tout le temps dont tu as besoin. Je vais te trouver des vêtements propres. Il a hoché la tête silencieusement et est entré dans la salle de bain. Quand j'ai entendu l'eau couler, je me suis effondrée sur mon canapé, laissant enfin sortir tous les sanglots que j'avais retenus. Mon corps entier tremblait. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, sur mon passé, sur cet homme, tout ça avait été une illusion. Une illusion nécessaire, peut-être, mais une illusion quand même. Comment allais-je vivre avec cette vérité maintenant? Comment éléguer réconcilier 15 ans de haine avec la réalité de son sacrifice? Et comment éléguer jamais lui pardonner? Non pas lui pardonner, mais m'être pardonné de ne avoir su, de ne pas avoir cherché plus loin, de l'avoir abandonné à son sort pendant qu'il souffrait en silence. J'ai fouillé dans mon armoire pour trouver des vêtements d'homme. J'avais quelques pièces qui appartenaient à mon frère, laissées ici lors d'une de ses visites, un pull, des sous-vêtements propres, des chaussettes chaudes. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que les haillons qu'il portait. J'ai aussi sorti des serviettes propres et une brosse à dents neuve. Quand j'ai frappé doucement à la porte de la salle de bain pour lui donner les vêtements, j'ai entendu des sanglots de l'autre côté. Des sanglots profonds et viscéraux, comme si toute la douleur de 15 ans sortait enfin. Je me suis appuyée contre le mur à côté de la porte, mes propres larmes coulant à nouveau. Nous pleurions ensemble, séparés seulement par une porte en bois, unis dans notre douleur partagée. Pendant qu'il se lavait, j'ai appelé ma fille Emma. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entendât à travers le téléphone. Maman, sa voix était joyeuse, insouciante. Elle ne savait pas que sa vie allait changer dans quelques minutes. Imara, ma chérie. J'ai besoin que tu viennes chez moi, maintenant, et appelle ton frère. Dites-lui de venir aussi. Et c'est important,
Le ton de ma voix a dû l'alarmer parce que sa joie a immédiatement disparu. « Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» « Quelque chose est arrivé. »« Oui, mais non. Oh non, je vais bien. Mais quelque chose est arrivé. Quelque chose d'important? S'il te plaît. Viens juste, je vous expliquerai tout quand vous serez là. Tous les deux. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. J'ai préparé du tifierpe puis j'ai fait chauffer de la soupe. Il avait besoin de nourriture. De vraie nourriture chaude et nutritive. Pas les restes qu'il trouvait probablement dans les poubelles. L'idée me rendait physiquement malade. Cet homme qui m'avait autrefois emmené dans les meilleurs restaurants de Paris, qui commandait du vin à 300 € la bouteille, qui ne mangeait que les mets les plus raffinés, avait été réduit à fouiller les ordures pour survivre. Et pendant tout ce temps, j'étais ici, dans mon appartement confortable, mangeant bien, dormant dans un lit chauffe, sans même savoir qu'il existait quelque part dans les rues de cette même ville. Quand il est sorti de la salle de bain, j'ai à peine pu le reconnaître. Propre, rasé, habillé décemment. Il ressemblait presque à l'homme que j'avais épousé il y a 25 ans. Presque, il était toujours trop maigre. Ses yeux portaient toujours le poids de ses expériences. Mais il y avait une dignité retrouvée dans son port. Une humanité qui avait été cachée sous la crasse et le désespoir. Et assieds-toi, Andrzej, j'ai posé devant lui un bol de soupe fumante et du pain frais. Il a regardé la nourriture comme si c'était un miracle. Ses mains tremblaient en prenant la cuillère. Il a mangé lentement, méthodiquement, savourant chaque bouchée d'une manière qui m'a brisé le cœur encore une fois. Qu'en a-t-il mangé pour la dernière fois? Vraiment mangé? Il a dû lire la question dans mes yeux parce qu'il a murmuré il y a 3 jours entre 2 cuillerées. 3 jours. Mon Dieu, j'ai dû me détourner pour qu'il ne voie pas mes larmes. Comment avais-je pu vivre ma vie tranquillement pendant qu'il mourait de faim? Comment avais-je pu profiter de mes repas, de mon confort, de ma sécurité, sans même penser qu'il pourrait avoir besoin d'aide? Parce que je le haïssais, parce que je croyais qu'il nous avait abandonnés, parce que je ne savais pas. La sonnette a retenti 40 minutes plus tard, Emma et Thomas. Mes enfants. J'ai ouvert la porte et ils sont entrés ensemble, visiblement inquiets. Maman, qu'est-ce qui se passe? Emma a commencé, mais elle s'est arrêtée net en voyant l'homme assis à ma table de cuisine. Thomas est devenu pâle. C'est lui a-t-il murmuré. Papa, le mot est sorti comme une accusation, chargée de 15 ans de douleur et de colère. Emma reculait, secouant la tête. Non, maman, qu'est-ce qu'il fait ici, après tout ce qu'il nous a fait? Comment tu peux? J'ai levé mes mains pour les calmer. Attendez ça, s'il vous plaît, asseyez-vous. Tous les deux, vous devez entendre ceci. Vous devez savoir la vérité. Ils ont échangé un regard, puis se sont assis lentement, leur corps tendu, prêts à bondir. Leur père n'a pas levé les yeux de son bol. Il semblait vouloir disparaître dans le sol. Alors j'ai commencé à raconter tous le cancer, le traitement expérimental, l'argent emprunté à la mafia russe, le divorce mis en scène, les 10 ans de servitude, le sacrifice, tout. Les mots sortaient de ma bouche comme un torrent, parfois cohérents, parfois pas, mais toujours vrais. Mes enfants m'écoutaient, leurs expressions passant de l'incrédulité à la confusion puis à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension horrifiée, et m'a pleuré avant même que j'ai fini. Thomas serrait ses poings si fort que ses jointures étaient blanches. Quand j'ai terminé, le silence était assourdissant. Pendant un long moment, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Nous étions juste là, une famille brisée essayant de comprendre comment elle avait été détruite pour être sauvée. C'est Emma qui a bougé en premier. Elle s'est levée lentement et s'est approchée de son père. Il a levé les yeux vers elle et j'ai vu la peur dans son regard. La peur qu'elle le rejette, qu'elle ne puisse pas lui pardonner. Qu'elle le haïsse encore même après avoir entendu la vérité, mais ma fille. Ma belle, compatissante, extraordinaire fille. Elle s'est agenouillée devant lui et a pris ses mains dans les siennes. « Papa !» Sa voix se brisait. « Papa, je suis tellement désolée. Nous sommes tellement désolés, nous ne savions pas. Si nous avions su, oh mon Dieu, si nous avions su. » Et alors elle l'a enlacé, et Thomas s'est levé aussi, les rejoignant. Et ils étaient tous les 3 en larmes, serrés les uns contre les autres, une famille réunie après 15 ans de séparation. Je les ai regardés, mes propres larmes coulant librement, et j'ai senti quelque chose se réparer en moi. Quelque chose dont je ne savais même pas qu'il était brisé. Thomas a finalement parlé, sa voix étouffée contre l'épaule de son père. « Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut t'aider? On va te trouver un appartement. Non, tu vas rester ici avec maman. On va te trouver un travail. T'as des compétences, tu es intelligent. On va... » Son père l'a interrompu doucement. « Je ne peux pas accepter tout ça. Vous avez vos propres vies. Je ne veux pas être un fardeau. » Non, a dit Emma fermement. « Tu ne vas pas être un fardeau. T'es notre père. Tu as sacrifié tout pour nous. Pour maman. C'est notre tour maintenant. C'est notre tour de prendre soin de toi. » J'ai hoché la tête, m'approchant d'eux pour rejoindre cette étreinte familiale. Elle a raison. Tu restes ici avec moi, jusqu'à ce que tu sois mieux. Jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Jusqu'à ce que tu puisses te tenir debout à nouveau. Et même après ça, si tu veux rester ici chez toi.
Ça a toujours été chez toi. Les jours qui ont suivi ont été surréalistes. Nous avons emmené mon ex-mari voir des médecins. Il était sous-nourri anémique, souffrait de plusieurs infections non traitées et montrait des signes de troubles de stress traumatique sévères. Les médecins étaient horrifiés par son état. Comment quelqu'un pouvait l'être tombé si bas dans une ville comme Paris où il existait des ressources? Mais nous savions la réponse à la fierté, la honte. Le trauma, ça fait la dépression. Toutes ces choses qui empêchent les gens de demander de l'aide quand ils en ont désespérément besoin. Nous l'avons inscrit à une thérapie. Il a commencé à voir un psychologue spécialisé dans le trauma 3 fois par semaine. C'était difficile au début. Il ne voulait pas parler de ce qu'il avait vécu pendant ses 10 ans travaillant pour les criminels. Mais lentement, avec le soutien et la patience, il a commencé à s'ouvrir. Les histoires qu'il racontait nous glaçaient le sang, les choses qu'il l'avait forcé à faire, les endroits où il l'avait envoyé, les dangers qu'il avait affrontés. Emma et Thomas venaient le voir presque tous les jours. Ils apportaient des repas. Ils passaient du temps avec lui. Ils partageaient des histoires de leur vie, comblant les 15 années qu'il avait manquées et leurs diplômes. Leurs premiers emplois, leurs relations. Tout ce qu'un père aurait dû savoir mais qu'il avait été privé de connaître. Il écoutait avec une attention affamée, absorbant chaque détail, posant des questions, riant et pleurant au bon moment. Lentement, très lentement, il redevenait humain. Le poids revenait sur ses os, la couleur revenait sur ses joues, la lumière revenait dans ses yeux. C'était magnifique et douloureux à voir en même temps. Pour moi, vivre avec lui était étrange et familier à la fois. Nous étions comme des étrangers qui se redécouvraient. Parfois, je le surprenais à me regarder avec cette tendresse que je me rappelais d'autrefois. Parfois, il se réveillait en pleine nuit en criant, et je courais vers sa chambre pour le réconforter jusqu'à ce que les cauchemars passent. Un soir, environ 6 semaines après que je l'ai retrouvé. Nous étions assis ensemble sur mon balcon. Regardant le soleil se coucher sur Paris, il avait été particulièrement silencieux ce jour-là, perdu dans ses pensées. Finalement, il a parlé. « Tu sais, Chloé, il y a quelque chose que je n'étais pas dit. » Quelque chose d'important. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre? Quelle autre révélation horrible attendait d'être dévoilée? Dis-moi, quoi que ce soit, tu peux me le dire. Il a pris une grande inspiration d'Isabella, la vraie Isabelle, celle qui travaillait pour eux. Elle est morte il y a 7 ans. Mon sang s'est glacé. Morte, comment il a secoué la tête. Elle a essayé de s'échapper, de quitter l'organisation. Ils ne l'ont pas permis. Ils l'ont retrouvée à Marseille 3 jours après qu'elle se soit enfuie. Ils m'ont forcé à être là, à regarder, pour que je comprenne ce qui m'arriverait si j'essayais de faire la même chose. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Elle était méchante, elle faisait partie de ce monde horrible. Mais elle ne méritait pas ça, personne ne mérite ça. Je l'ai pris dans mes bras, le laissant pleurer contre mon épaule. Combien d'horreurs avait-il vu? Combien de traumatismes portait-il en lui? Comment était-il encore sain d'esprit après tout ça? La résilience de l'esprit humain est incroyable, mais elle a ses limites, et je craignais qu'il n'ait dépassé les siennes depuis longtemps. Mais nous étions là maintenant et ensemble, nous allions le guérir. Ça prendrait du temps. Peut-être des années, peut-être toute une vie. Mais nous avions le temps maintenant. Nous avions la sécurité. Nous avions l'amour. Ce soir-là, après qu'il se soit endormi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 15 ans, j'ai prié. Je ne suis pas particulièrement religieuse, je n'étais même pas sûre de croire en Dieu, mais j'ai prié quand même. J'ai prié pour qu'il trouve la paix, pour qu'il guérisse, pour que notre famille puisse vraiment être réunie. Et j'ai remercié pourquoi? Je ne sais pas exactement. Pour la vie, pour l'amour, pour la chance qui m'avait fait passer dans cette rue particulière ce jour particulier? Peut-être pour tout ça, les mois ont passé. L'hiver a cédé au printemps. Mon ex-mari continuait à progresser. La thérapie l'aidait. L'amour de ses enfants l'aidait. Ma présence l'aidait. Il a commencé à chercher du travail, mais c'était difficile. Qui voudrait embaucher un homme de 5 ans avec un énorme trou dans son CV et aucune référence récente? Mais Thomas avait une idée. Il travaillait dans une start-up technologique et il cherchait quelqu'un avec de l'expérience en gestion. Papa, cette expérience a-t-il argumenté auprès de son patron? Oui, il a été abs du marché du travail pendant un moment, mais il est intelligent et motivé. Donne-lui juste une chance. Étonnamment, le patron de Thomas a accepté. Peut-être par respect pour Thomas, peut-être par curiosité, ou peut-être parce qu'il avait un bon cœur. Quelle qu'en soit la raison, mon ex-mari a commencé à travailler comme consultant en gestion pour la start-up. Au début, c'était difficile. Il manquait de confiance. Il remettait constamment en question ses décisions. Mais lentement, son ancienne expertise a ressurgi. Les compétences qu'il avait développées pendant ces années de succès étaient toujours là, enfouies mais pas perdues. Il excellait dans son travail. Ses collègues le respectaient. Son patron était impressionné. Pour la première fois depuis des années, il avait un but, une raison de se lever le matin. Une fierté dans ce qu'il accomplissait. Je le voyais changer jour après jour. Se tenir plus droit,
sourire plus souvent, dormir mieux la nuit. C'était comme regarder une fleur s'épanouir après un long hiver. Emma a rencontré quelqu'un. Un homme gentil nommé Marc. Quand elle nous l'a présenté, j'ai vu la nervosité dans les yeux de mon ex-mari. Un père rencontrant le petit ami de sa fille pour la première fois. Un moment qu'il avait manqué 15 ans auparavant quand Emma avait eu son premier petit ami. Mais il était là maintenant, et il a joué son rôle à la perfection. Posant les questions appropriées, tant protecteur mais pas envahissant. Donnant sa bénédiction quand il était clair que Marc rendait Emma heureuse. Un an après que je l'ai retrouvé dans la rue, nous étions tous réunis pour dîner. Emma et Marc et Thomas et sa nouvelle petite amie Sophie. Mon ex-mari et moi, une famille pas traditionnelle. Pas parfaite, mais une famille quand même. Pendant le repas, Thomas a levé son verre. Je voudrais porter un toast. À papa, l'homme le plus courageux que je connaisse. L'homme qui a sacrifié tout pour nous protéger. L'homme qui nous a montré ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. Papa, je suis désolée pour toutes ces années où je t'ai haï. Je suis désolée de ne pas avoir su, mais je sais maintenant. Et je suis tellement fière d'être ton fils. Les larmes coulaient sur les joues de mon ex-mari. Emma a ajouté sa voix à papa. Qui m'a sauvé la vie avant même que je sache que j'avais besoin d'être sauvée. Qui m'a donné ma mère, qui m'a donné une chance de vivre. Je t'aime, papa. Je t'ai toujours aimé même quand je pensais te haïr. J'ai regardé autour de la table. C'est Jante, ma famille, brisée et réparée d'une, était reconstruite. Plus forte maintenant qu'elle ne l'avait jamais été parce qu'elle avait été testée par le feu et avait survécu. Mon ex-mari a pris la parole, sa voix tremblante d'émotion. Je ne mérite pas votre pardon. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Parce que la seule chose que je ne pouvais pas supporter était de vous perdre. Et je vous ai perdu quand même pendant 15 ans. 15 ans que je ne pourrai jamais récupérer. Mais vous êtes là maintenant. Vous m'avez accueilli. Vous m'avez pardonné. Vous m'avez donné une seconde chance que je ne pensais jamais avoir. Je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de ce cadeau. Sa voix s'est brisée, il a baissé la tête. Je me suis levée et je me suis approchée de lui, prenant son visage dans mes mains. Tu ne dois rien nous prouver. Tu as déjà tout prouvé, maintenant vis, sois et sois heureux. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que nous voulons, tout. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, lui et moi sommes restés assis dans le salon, buvant du thé et parlant. Vraiment parlant pour la première fois depuis des décennies, de tout et de rien. De nos enfants, de nos rêves perdus et nouveaux. De la vie que nous avions eue et de celle que nous pourrions encore avoir. Un moment, il a pris ma main Chloé, c'est que tu penses que il s'est arrêté, luttant avec les mots. Est-ce que tu penses qu'il pourrait y avoir un avenir pour nous, ensemble? Pas comme avant. Je sais qu'on ne peut jamais revenir en arrière, mais peut-être quelque chose de nouveau. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'y avais pensé au saillant, pas beaucoup. Cet homme que j'avais haï était devenu cet homme que je respectais profondément. Cet homme que j'admirais. Et peut-être, juste peut-être, cet homme que je pouvais aimer à nouveau, différemment qu'avant. Plus profondément, plus consciemment. Je ne sais pas, Haig, a répondu honnêtement. Il y a tellement de choses à guérir encore. Tellement de douleurs à traverser. Mais je sais que je veux que tu sois dans ma vie, dans notre vie. Sous quelle forme exactement, on découvrira ensemble. Corps, il a ce sourire que je me rappelais de notre jeunesse. Celui qui m'avait fait tomber amoureuse de lui il y a 25 ans. Il a serré ma main. On a tout le temps du monde maintenant. On peut aller lentement. Découvrir qui nous sommes maintenant. Pas qui nous étions, qui nous sommes. J'ai hoché la tête, sentant quelque chose de chaud et d'espéré fleurir dans ma poitrine à tout oui, qui nous sommes maintenant. Deux survivants qui ont traversé l'enfer et en sont ressortis de l'autre côté, abîmés mais pas brisés. Blessés mais guéris sans rendre ensemble, cette nuit-là, je me suis couchée avec un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. Peut-être depuis avant que tout ne s'écroule, peut-être même jamais auparavant. Parce que cette paix n'était pas basée sur l'ignorance ou l'illusion, elle était basée sur la vérité. Sur la compréhension, sur l'acceptation de ce qui avait été et l'espoir de ce qui pourrait être. Les mois ont continué à passer. Mon ex-mari et moi avons commencé à sortir, des promenades dans le parc, des dîners dans des restaurants modestes, des soirées au cinéma, en prenant notre temps, en apprenant à nous connaître à nouveau. Il était différent maintenant, plus humble, plus conscient, moins sûr de lui mais aussi moins arrogant. Le succès qu'il avait eu dans sa jeunesse lui avait donné une confiance qui confinait parfois à l'orgueil. Et la vie l'avait humilié de la façon la plus brutale possible. Et ça l'avait changé opérant mieux, je pense. Il était plus sympathique maintenant, plus à l'écoutant, plus présent. Il appréciait les petites choses, une tasse de café chaud marin, une conversation agréable. Des choses que la plupart des gens tiennent pour acquises mais que lui ne tiendrait plus jamais pour acquises après avoir vécu sans elle. Emma s'est fiancée. Marc a demandé sa main lors d'un pique-nique romantique au bord de la Seine. Elle a appelé immédiatement, sa voix tremblante d'excitation. Papa était là quand elle a annoncé la nouvelle. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes, des larmes de joie cette fois.
Il allait pouvoir accompagner sa fille à l'hôtel, un privilège qu'il avait pensé ne jamais avoir. Emma lui a demandé directement « Papa, tu me conduiras à l'hôtel, s'il te plaît. » Il ne pouvait pas parler. Il a juste hoché la tête encore et encore en pleurant ouvertement. « Ma petite fille, ma belle petite fille qui se marie, je serai tellement honorée. Le mariage a été prévu pour l'été suivant. » Emma voulait que ce soit une célébration non seulement de son union avec Marc, mais aussi de la réunification de notre famille. Une célébration de l'amour qui survit à tous. Même à la trahison, même à l'abandon apparent, même à 15 ans de séparation, Thomas annonce qu'il allait emménager avec Sophie. Ils avaient trouvé un appartement dans le 11e arrondissement. Un petit 2 pièces, mais c'était à eux. Mon ex-mari l'a aidé à déménager, portant des boîtes, montant des escaliers, assemblant des meubles, des choses de père que font les pères. Choses qu'il avait manqué pendant si longtemps. En regardant père et fils travailler ensemble, riant et plaisantant, j'ai senti mon cœur déborder. Voilà ce que nous avions failli perdre pour toujours. Ces moments simples et précieux. Ces liens qui rendent la vie digne d'être vécue. 2 ans après que je l'ai retrouvé dans cette rue, mon ex-mari m'a invité à dîner. Un vrai rendez-vous dans un restaurant chic. Il avait économisé pendant des mois pour ça. Il portait un nouveau costume, le premier qu'il possédait depuis des années. Il était bon. Pas comme le jeune homme arrogant qu'il avait été hier, plus authentique. Plus vrai pendant le dîner, il a pris ma main à travers la table à Chloé. Ces 2 dernières années ont été, il a cherché ses mots. Elles ont été un cadeau. Un cadeau que je ne pensais jamais recevoir. Tu m'as sauvé. Tout comme j'ai essayé de te sauver il y a toutes ces années. Mais tu as fait plus que me sauver physiquement. Tu m'as sauvé émotionnellement, spirituellement. Tu m'as rendu mon humanité. Tu m'as donné une raison de vivre. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas juste moi. C'était les enfants aussi que c'était. Il m'a interrompu gentiment, liouillet au cesse ainsi, mais surtout toi. Parce que tu aurais pu me laisser dans cette rue. Tu aurais pu te dire que je méritais mon sort. Et personne ne t'aurait blâmé. J'aurais mérité ton mépris après t'avoir laissé me haïr pendant continuar 15 ans, mais tu ne l'as pas fait. Tu as choisi la compassion plutôt que la vengeance, la compréhension plutôt que le jugement. L'amour plutôt que la haine, il a sorti quelque chose de sa poche. Une petite boîte, mon cœur s'est arrêté. Je ne te demande pas de m'épouser. Pas encore. Nous avons encore du chemin à faire. Mais je veux que tu aies ça. Il a ouvert la boîte pour révéler une bague. Pas une bague de fiançailles, juste une belle bague simple avec une pierre bleue. Ta couleur préférée, c'est une promesse? Une promesse que je serai là, que je ne partirai plus jamais. Que je passerai chaque jour qui me reste à te montrer combien tu comptes pour moi. Mes yeux se sont remplis de larmes. C'est magnifique. J'ai murmuré alors qu'il glissait la bague à mon doigt. Il a souri. Pas aussi magnifique que toi. Pas aussi magnifique que l'amour que tu m'as montré. Nous sommes rentrés à la maison main dans la main. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 10 septembre, nous avons dormi dans le même lit, pas pour le sexe, juste pour la proximité. Pour le réconfort d'avoir quelqu'un près de soi. Pour se rappeler que nous n'étions plus seuls. Le mariage d'Emma était magnifique. Une cérémonie en plein air dans un château à l'extérieur de Paris, le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Tout était parfait. Quand mon ex-mari a accompagné notre fille dans l'allée, il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Il pleurait. Je pleurais, Thomas pleurait. Mais Marc, le marié habituellement stoïque, avait les yeux humides. C'était plus qu'un mariage, c'était une guérison. Une déclaration au monde que l'amour peut survivre à n'importe quoi. Que les familles peuvent être brisées et réparées. Que le pardon est possible même quand il semble impossible. Pendant la réception, Emma a fait un discours. Elle a remercié Marc pour son amour. Elle m'a remercié pour ma force. Elle a remercié son frère pour son soutien. Et puis elle s'est tournée vers son père. Papa, sa voix tremblait. Je ne savais pas si tu serais là aujourd'hui. Pendant des années, j'ai imaginé mon mariage sans toi. J'ai essayé de me convaincre que ça ne me dérangeait pas, que je n'avais pas besoin de toi, mais j'avais besoin de toi. J'ai toujours eu besoin de toi. Et maintenant tu es là, non seulement physiquement, mais vraiment là et présente et même fort. Tu m'as montré ce qu'est le vrai sacrifice, ce qu'est le vrai amour. Tu as donné tout pour que je puisse avoir cette journée, pour que je puisse avoir ma vie. Je ne pourrai jamais te remercier assez, mais je peux te dire ceci. Je suis fière d'être ta fille, tellement fière, et je t'aime. Plus que les mots ne peuvent l'exprimer, mon ex-mari sanglotait maintenant. Toute la salle était silencieuse à part les sons de gens essayant de retenir leurs larmes. Il s'est levé et a étreint notre fille, et ils sont restés comme ça pendant un long moment, père et fille réunis après trop d'années perdues. Thomas a fait son discours ensuite. Il était plus court, plus simple, mais tout aussi puissant, mon père. L'homme qui m'a appris que la force ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es prêt à sacrifier. Bienvenue à la maison, papa. Tu nous as tellement manqué. La fête a duré jusque tard dans la nuit. Nous avons dansé, nous avons ri, nous avons pleuré. Nous avons célébré. C'était la première fois que notre famille était vraiment complète depuis presque 2 décennies.
C'était magnifique. Quand mon ex-mari et moi avons dansé ensemble, il m'a murmuré à l'oreille puis à Nercès pour cette seconde chance. Pour cette vie que je ne méritais pas mais que tu m'as donnée quand même. Je l'ai serré plus fort, tu la méritais. Tu l'as toujours méritée. Je suis juste désolée qu'il ait fallu si longtemps pour que je comprenne. 1 an après le mariage d'Emma, mon ex-mari m'a demandé en mariage. Pour de vrai cette fois. Pas une promesse. Une proposition. Il l'a fait simplement. Sans fanfare. Un matin au petit déjeuner à Clough, épouse-moi. Pas parce que nous étions mariés avant. Pas pour réparer le passé. Mais pour construire un avenir ensemble, en tant que personne que nous sommes maintenant. Avec toutes nos cicatrices et nos blessures et notre sagesse durement gagnée, épouse-moi parce que je t'aime, parce que je t'ai toujours aimé, parce que je veux passer chaque jour qui me reste à te le prouver. Je n'ai pas hésité. Waouh, oui. Oui, bien sûr que je vais t'épouser. On pourrait dire non à l'homme qui a donné sa vie pour moi, à l'homme qui m'a montré ce qu'est le vrai amour, à l'homme qui est revenu de l'enfer juste pour être avec moi. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Une petite cérémonie intime. Juste la famille proche et quelques amis. Rien de fanseur, rien d'extravagant. Juste de l'amour pur et simple et vrai. Quand le prêtre a demandé si je prenais cet homme pour époux, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, j'ai pensé à tout ce que nous avions traversé. À la pauvreté que nous avions connue tous les deux. À la maladie que j'avais eue sans même le savoir. Aux 15 années de séparation, la rue où je l'avais retrouvé. Et j'ai dit oui avec toute la conviction de mon cœur, parce que nous avions déjà traversé le pire. Nous avions déjà survécu à ce qui aurait dû nous détruire. Tout ce qui viendrait après ne pourrait être que plus facile. Quand nous nous sommes embrassés en tant que mari et femme pour la 2e fois dans nos vies, c'était différent du premier, plus profond, plus conscient, plus précieux, parce que nous savions maintenant ce que nous avions failli perdre. Aujourd'hui, 5 ans après que je l'ai retrouvé dans cette rue sous la pluie, nous vivons une vie simple mais heureuse. Il travaille toujours pour la start-up de Thomas qui est maintenant devenue une entreprise prospère. Il est leur directeur des opérations et il est excellent dans ce rôle. Moi, je continue mon travail en tant que consultante en ressources humaines. Nous ne sommes pas riches. Nous ne vivons pas dans le luxe comme nous l'avions fait autrefois. Mais nous avons assez. Plus qu'assez, parce que nous avons l'un l'autre. Nous avons nos enfants. Nous avons nos péchances maintenant. Emma a eu un bébé l'année dernière. Une petite fille qu'elle a nommée Hope Espoir, parce que c'est ce que représente notre histoire. L'espoir que même les situations les plus sombres peuvent s'améliorer, que l'amour peut survivre à tous, que les familles peuvent guérir. Parfois, nous passons devant cette rue où je l'ai retrouvée il y a toutes ces années. Nous nous arrêtons toujours. Nous nous tenons là pendant un moment en silence. Nous nous rappelons les désespoirs. La douleur, mais aussi le début de notre guérison. Le début de notre seconde chance. C'est notre endroit spécial maintenant. Aussi étrange que ça puisse paraître. L'endroit où tout a changé. L'endroit où la vérité a été révélée. L'endroit où notre amour est mort et est rené en même temps. Plus forcé, plus résilient. Incassable maintenant, mon mari porte toujours ses cicatrices. Émotionnelles et parfois physiques. Il a encore des cauchemars occasionnellement. Il a encore des moments où le trauma resurface. Mais il va mieux, beaucoup mieux. Et quand les moments difficiles arrivent, je suis là comme il a été là pour moi quand je ne le savais même pas. Comme il sera toujours là maintenant. Les gens me demandent parfois comment j'ai pu lui pardonner. Comment j'ai pu passer de la haine à l'amour si rapidement. Et ils ne comprennent pas. Je n'ai jamais vraiment haï l'homme qu'il était. J'ai haï l'homme que je pensais qu'il était. Et quand j'ai découvert la vérité, quand j'ai compris le sacrifice qu'il avait fait, il n'y avait rien à pardonner. Du moins pas de sa part. C'est moi qui avais besoin de pardon. Pour avoir douté de lui. Pour avoir cru le pire. Pour ne pas avoir cherché plus profondément. Il dit que j'ai été son salut. Mais la vérité est qu'il a été le mien. 2 fois, une fois quand il m'a sauvé la vie physiquement. Et une 2e fois quand il m'a appris ce qu'est le vrai amour. Le genre d'amour qui sacrifie tout sans rien attendre en retour. Le genre d'amour qui endure l'enfer en silence juste pour protéger ceux qu'on aime. C'est le genre d'amour que peu de gens expérimentent. C'est le genre d'amour qui changea à jamais votre compréhension de ce qu'il signifie d'aimer quelqu'un. Notre histoire n'est pas parfaite. Il y a encore des moments de douleur, des regrets pour le temps perdu. Des questions sans réponse, mais c'est notre histoire, et je ne la changerai pour rien au monde. Parce que sans toute cette douleur, nous ne serions pas qui nous sommes aujourd'hui. Nous ne serions pas aussi forts, aussi conscients. Aussi reconnaissants pour chaque moment que nous passons ensemble. Les 15 années que nous avons perdues me hantent encore parfois. Je pense à tout ce que nous aurions pu vivre ensemble. Les anniversaires que nous avons manqués. Les vacances en famille que nous n'avons jamais eues. Les moments simples du quotidien qui construisent une vie partagée. Mais ensuite, je me rappelle que sans ces 15 années, je ne serais pas en vie. Mes enfants n'auraient pas de mère. Et dans cette perspective, le sacrifice semble presque petit. Peut-être que rien de ce qu'il a enduré n'était petit. Un cuve nécessaire, un échange horrible mais nécessaire. Emma est enceinte à nouveau. Un garçon cette fois.
Elle a annoncé qu'elle voulait le nommer d'après son père. Mon mari a pleuré quand elle lui a dit. Des larmes de joie pure et non adultérées. Son nom qui continuerait. Son héritage qui vivrait. Un héritage, pas d'argent ou de succès, mais de sacrifice et d'amour. C'est le meilleur héritage qu'on puisse laisser. Thomas a été promu au travail. Il est maintenant directeur de son département. Il nous dit souvent que c'est grâce à l'exemple de son père, à l'éthique du travail et l'intégrité qu'il a appris en observant comment son père s'est reconstruit. Il n'a jamais abandonné même quand tout semblait perdu. C'est drôle comment les choses se passent. Les leçons les plus précieuses que nous enseignons à nos enfants ne sont pas celles que nous planifions, mais celles qu'ils observent dans nos actions, dans notre résilience, dans notre capacité à continuer même quand continuer semble impossible. Hier soir, mon mari et moi étions assis sur notre balcon, exactement comme nous l'avions fait tant de fois au cours des 5 dernières années. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de rose et d'orange. Il a pris ma main et nous sommes restés assis en silence, simplement en étant ensemble, pas besoin de mots. Nous avons dépassé le besoin de remplir chaque silence avec des paroles. Certaines choses sont mieux ressenties que dites. L'amour que nous partageons maintenant est différent de celui de notre jeunesse. Ce n'est pas la passion enflammée des premières années. C'est quelque chose de plus profond, plus calme, plus durable. C'est l'amour de deux personnes qui se sont vues au pire et qui ont choisi de rester quand même. Qui se sont vues brisées et vulnérables et qui se sont aidées mutuellement à guérir. C'est l'amour qui a survécu à la mort elle-même. Parce que nous sommes tous les deux morts d'une certaine façon. Lui dans la rue, perdant son identité et sa dignité. Moi dans mon ignorance, perdant mon empathie et ma compréhension. Et nous sommes tous les deux restes